Il y a un silence bien particulier qui règne dans une caserne de pompiers, à 4 heures du matin. Et je veux que vous vous imprégniez de cette idée un instant. C'est en effet la dernière chose ordinaire dont je me souviens, avant que ma vie entière ne vole en éclats. Je m'appelle Michel Vallet. J'ai 39 ans. J'ai passé ces 14 dernières années comme sapeur-pompier ici, à Honfleur, en Normandie. C'est une ville portuaire et de pêche d'environ 8000 habitants. Elle est nichée là où la Seine rejoint la Manche, juste en dessous du majestueux pont de Normandie. Ce géant d'acier s'étire sur plusieurs kilomètres au-dessus de l'eau, en direction du Havre. Je suis passé capitaine il y a 3 ans, à la caserne numéro 2 sur le quai de la Marine. C'est un centre de secours avec vue sur les bassins. À l'époque, je considérais que c'était la plus belle fenêtre de bureau de toute la région. Je veux prendre une minute avant de vous raconter la pire nuit de ma vie. Je pense que vous devez comprendre ce que j'ai réellement perdu, et pas seulement le fait que je l'ai perdu. J'ai rencontré ma femme, Rachel, lors d'une soirée chez des amis à Rouen, il y a près de 16 ans. À l'époque, j'étais encore dans ma première année à la caserne de Rouen-Nord. De son côté, elle terminait ses études d'infirmière au SOHU. Elle a passé les 20 premières minutes de cette soirée à se disputer avec moi. Le sujet ? Savoir si le PSG avait eu raison de transférer un de ses meilleurs attaquants. J'ai passé le reste de la nuit à essayer de faire durer le débat. Je ne voulais surtout pas qu'elle remarque que je me fichais complètement du football. La seule chose qui m'importait, c'était d'entendre son rire. Nous nous sommes mariés 4 ans plus tard, dans un petit domaine viticole de la vallée de la Loire. Et quand le département a publié une offre pour un poste de pompier ici, à Honfleur, c'est Rachel qui a insisté pour que je postule. Elle disait qu'elle avait toujours voulu élever un enfant dans un endroit où l'on pouvait sentir l'air marin depuis la terrasse. Anna est arrivée 2 ans après notre installation. Elle avait le menton têtu de sa mère, et mon sens de l'orientation absolument désastreux. Vers l'âge de 4 ans, elle a pris l'habitude de dessiner des petits soleils jaunes sur absolument tout. Ses pochettes d'école, les cartes d'anniversaire, et même les vitres embuées de mon camion le matin. Elle m'a expliqué cela avec un sérieux absolu, ce genre de certitude dont seuls les enfants de 4 ans sont capables. Selon elle, la ville recevait trop de pluie. Quelqu'un devait donc garder une trace du soleil, pour le jour où il déciderait de revenir. Rachel travaillait comme infirmière en maternité à l'hôpital de la Côte-Fleurie. C'était le genre de personne qui rentrait à la maison après une garde de 16 heures, après avoir mis au monde le bébé de quelqu'un d'autre. Malgré cela, elle trouvait encore l'énergie de lire 3 histoires à notre fille, au lieu de 2. Anna réclamait toujours un 3e livre, et Rachel n'arrivait jamais à dire non. J'avais l'habitude de la taquiner à ce sujet. Elle me répondait qu'un jour, quand Anna serait grande et partie, je comprendrais exactement pourquoi elle ne refusait jamais. Je riais, en lui disant que ce jour était si lointain qu'il ne servait à rien de s'en inquiéter. Je l'ignorais encore, il y a 6 ans, en tenant ma fille pour la première fois dans une salle d'accouchement, à 2 étages de là où travaillait sa mère. Je ne savais pas qu'il me restait seulement 6 petites années à passer avec elle. Et je n'aurais jamais imaginé que le destin ne m'accorderait pas le moindre jour d'avertissement avant que ce compte à rebours ne s'arrête. Le 2e mercredi de juin était une journée tout à fait ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Je suis parti pour ma garde de 24 heures à 6 heures du matin, comme tous les 3 jours. Rachel se tenait dans l'allée, en peignoir. Elle avait une tasse de café dans une main, et Anna sur la hanche. Notre fille m'a fait signe de la main, comme à son habitude, les 2 bras levés au-dessus de sa tête, comme pour guider un avion. Je me souviens d'avoir pensé, en reculant la voiture de l'allée, que nous traversions une belle période. L'emploi du temps de Rachel s'était enfin allégé. Anna venait de perdre sa première dent, et elle n'arrêtait pas de la montrer à quiconque voulait bien regarder. Pour la première fois depuis bien longtemps, notre petite vie tranquille semblait rouler à la perfection. La garde a été calme. Quelques appels médicaux, et un petit feu de cuisine rue de la République, que nous avons éteint en 15 minutes. C'est le genre de nuit qui permet à une équipe de pompiers de s'asseoir et de dîner ensemble. C'est bien mieux que de manger froid dans une boîte à emporter, à 23 heures. J'ai appelé Rachel vers 21 heures pour lui souhaiter bonne nuit. Elle m'a raconté qu'Anna avait insisté pour porter ses bottes de pluie au lit. Elle avait décrété qu'elle faisait désormais partie de son pyjama. Nous en avons tous les 2 ri. Et ce fut la dernière conversation que j'ai eue avec ma femme. Vers 1h40 du matin,
notre radio de garde a grésillé pour signaler un feu de structure. J'ai reconnu l'adresse avant même que le répartiteur ne finisse de la lire à haute voix. L'été précédent, j'avais peint cette boîte aux lettres moi-même, sous la pluie, dans mon allée. Anna m'avait aidé en appliquant ses petites mains pleines de peinture jaune sur le bord inférieur. Je n'ai presque aucun souvenir du trajet. Je me rappelle seulement du fourgon numéro 2 se garant dans ma propre cour. J'ai vu les flammes traverser déjà les fenêtres du salon. Une lumière orange se projetait contre cette maison où j'habitais depuis 4 ans. Et je me souviens de mes propres hommes. Des hommes que j'avais formés moi-même. Des hommes qui me faisaient confiance pour garder la tête froide sur chaque intervention. Ils m'ont retenu physiquement pour m'empêcher de franchir cette porte d'entrée. Selon le règlement, un pompier ayant un lien personnel avec le lieu du sinistre ne doit y pénétrer sous aucun prétexte. Point final. Aucune exception. C'était une règle que je leur avais moi-même martelée, plus de fois que je ne pourrais le compter. Et, à cet instant précis, je les ai haïs de l'appliquer à la lettre. Les enquêteurs détermineront plus tard que la cause était une prise électrique défectueuse, située derrière le meuble télé de notre salon. C'était le vieux câblage d'une maison construite dans les années 1970. Il devait se détériorer lentement depuis des mois. Il a produit des étincelles peu après minuit, remplissant la maison de fumée bien avant que les flammes ne soient visibles de l'extérieur. Rachel et Anna ne se sont jamais réveillées. Le médecin légiste m'a expliqué, avec la voix la plus douce qu'un étranger ait jamais employée à mon égard, que la fumée les avait emportées dans leur sommeil. Doucement, et bien avant que le feu n'atteigne leur chambre. Je me suis accroché à ce seul détail, comme on s'agrippe à une bouée dans une eau glaciale. C'est la seule clémence que cette nuit m'a accordée. Et certains jours, c'est l'unique chose qui m'aide à affronter le lendemain. Je l'ignorais encore, debout dans mon jardin, en tenue de feu complète, regardant ma maison brûler pendant que 2 de mes hommes me tenaient les bras. Mais la partie la plus difficile de cette année n'allait pas être l'incendie lui-même. Ça allait être mes propres parents. Bienvenue sur la chaîne 12 Vengeance familiale. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement. Souvenez-vous d'une chose, les personnes de ces histoires avaient toutes les cartes en main pour bien se comporter. Elles ont simplement fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez vous plaire ici. Mes parents, Gérard et Sylvie Vallet, vivent à environ 40 minutes au sud, à Deauville. Mon petit frère, Kevin, 35 ans, gère un atelier de réparation navale sur le port d'Honfleur, appelé Vallet Réparation Navale. C'est une entreprise que notre père l'a aidé à lancer il y a 8 ans, en contractant un prêt adossé à sa propre maison. Ambre, la femme de Kevin, s'occupe de la comptabilité de l'atelier. Quand elle ne fait pas les comptes, elle gère aussi les opinions de toute la famille. C'est le genre de femme capable de prononcer la phrase « Je suis juste honnête », comme s'il s'agissait d'un véritable métier. J'ai appelé ma mère moi-même. J'étais debout devant la morgue de l'hôpital à 4 heures du matin, portant encore la moitié de mon équipement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le téléphone 2 fois avant de réussir à prononcer les mots. Sa première question, une fois que je lui ai enfin annoncé la nouvelle, a été de savoir si les funérailles pouvaient avoir lieu la semaine suivante, plutôt que ce week-end-là. Je me souviens être resté planté dans ce couloir d'hôpital, pensant avoir mal entendu. Vous savez, c'est ce mécanisme de l'esprit qui refuse catégoriquement une nouvelle information, simplement parce qu'elle n'a aucun sens. Nous avons cette croisière dans les fjords norvégiens, Michel, m'a-t-elle dit. C'est payé depuis le mois de février. 11 jours au départ du Havre, avec ton frère et les enfants. Les arts ne sont pas remboursables. Maman, ai-je soufflé, Rachel et Anna sont mortes. Je comprends bien, a-t-elle répondu, avec le même ton que si je lui avais annoncé le retard d'un colis. Je dis juste que si l'on pouvait décaler la cérémonie d'1 semaine, ça arrangerait l'emploi du temps de tout le monde. L'emploi du temps de tout le monde. J'ai raccroché et je me suis assis là, à même le sol du couloir. L'aumônier de l'hôpital, qui était resté silencieusement à mes côtés toute la nuit, a posé une main sur mon épaule. Il n'a pas dit un mot. Je crois qu'il avait compris qu'aucune parole ne pourrait rivaliser avec ce que je venais d'entendre. La discussion de groupe de la famille a pris le relais du coup de téléphone. Mon père a envoyé une seule phrase, tellement désolé, mon fils. C'est terrible. Puis, il s'est tu. C'est ce qu'il fait toujours,
dès qu'une conversation s'aventure sur un terrain qu'il préfère éviter. Kevin a envoyé un emoji qui pleure. Rien d'autre. Aucun mot. C'est Ambre qui a rédigé le message dont je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Il était tapé en toutes lettres, directement dans le fil de discussion familiale. Tout le monde pouvait le lire, y compris moi. Bien sûr, tout le monde est dévasté. Mais les billets ne sont pas remboursables, et les enfants attendent ça depuis des mois. Je ne pense pas que Michel voudrait que nous annulions des vacances en famille pour ce qui n'est, au fond, qu'un événement mineur. Nous présenterons nos respects à notre retour. Un événement mineur. J'ai lu cette phrase 4 fois, debout dans le parking de l'hôpital à 5 heures du matin. À chaque lecture, le peu de foi qu'il me restait en ma propre famille achevait de mourir. Silencieusement. Aux côtés des 2 personnes que je venais de perdre. La réponse de ma mère est arrivée 2 minutes plus tard. Un emoji pouce en l'air, accompagné d'un seul mot, d'accord. Aucun d'entre eux n'a demandé comment l'incendie s'était déclaré. Aucun d'entre eux n'a demandé le deuxième prénom d'Anna pour la rubrique nécrologique, ni si j'avais un endroit où dormir cette nuit-là. Puisque ma maison n'était plus qu'une carcasse noircie sur l'avenue des Tilleuls, entourée du ruban jaune des pompiers, ils ont juste demandé quelle semaine convenait le mieux à leur carnet de voyage. C'était tout. Je leur ai répondu que la cérémonie se tiendrait ce samedi, dans 4 jours, avec ou sans eux. Ensuite, j'ai glissé mon téléphone dans la poche de ma veste. Je ne l'ai plus regardé de la journée. Je l'ignorais encore, assis dans ce parking, pendant que le monde entier basculait sous mes pieds. Mais cet appel téléphonique était la dernière véritable conversation que j'allais avoir avec mes parents avant presque 1 an. La version 2 à laquelle j'avais cru toute ma vie venait de monter à bord d'un bateau de croisière au port du Havre. Et elle n'en est jamais redescendue. Le premier banc de l'église Sainte-Catherine est, par tradition, réservé à la famille immédiate. Ce samedi-là, lors de la cérémonie pour Rachel et Anna, il est resté complètement vide. J'ai fait un choix, en me tenant à l'avant de cette église. Je portais mon uniforme de cérémonie, plutôt que ma tenue de feu, pour la première fois depuis des lustres. J'ai demandé au placeur de laisser ce banc exactement tel quel. Je refusais de le remplir avec des personnes qui ne méritaient pas d'y être assises. Je me suis installé au 2e rang. J'étais encadré par mon oncle Charles, le frère aîné de mon père. C'était un ancien pompier lui aussi, avec 31 ans de service chez les sapeurs-pompiers de Rouen. Un homme qui avait conduit 3 heures dès qu'il avait appris la nouvelle. De l'autre côté, il y avait la meilleure amie de Rachel, une infirmière nommée Viviane Roux. Elle aussi avait pris la route le matin même. Elle sentait encore légèrement l'hôpital. Elle était venue directement après sa garde de nuit, plutôt que de perdre 1 heure à chercher des vêtements de rechange. L'église s'est remplie à craquer. Au début de la cérémonie, il n'y avait plus que des places debout au fond. Toute mon équipe de la caserne 2 est venue en tenue de parade. Absolument tous. Y compris 2 gars qui étaient officiellement en repos pour une fête de famille, et qui s'étaient arrangés pour être là. Une douzaine d'infirmières du service de Rachel sont venues sur leur jour de congé. Plusieurs portaient encore leur blouse de travail, refusant de rater l'événement. Toute la classe de maternelle d'Anna est venue avec l'institutrice, Madame Martin. Au milieu de la cérémonie, elle s'est levée sans y être invitée. Les larmes coulaient sur son visage. Elle a raconté à toute l'assemblée qu'Anna était la seule enfant de 6 ans qu'elle ait jamais eu à dessiner des soleils les jours de pluie. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un se souvienne qu'il était toujours là-haut, même quand on ne le voyait pas. Mes parents étaient quelque part au large de la Norvège, sur un bateau de croisière. Mon frère et sa famille étaient avec eux. Leurs sièges sont restés vides et impeccables, tandis que plus de 200 personnes s'entassaient dans cette petite église pour dire adieu à une infirmière, et à une petite fille qui dessinait de la lumière sur tout ce qu'elle touchait. J'ai prononcé l'éloge funèbre moi-même. Je ne voulais confier ma voix à personne d'autre. Avec le recul, je suis heureux de l'avoir fait. C'était la dernière chose que j'aurais l'occasion de dire sur elle, devant ceux qui les avaient vraiment connus. J'ai raconté comment Rachel pouvait décrypter la panique de nouveaux parents, à 2 heures du matin, mieux que quiconque au monde. Elle avait aidé plus d'un père à traverser la pire crise d'angoisse de sa vie, tout en trouvant le temps de surveiller la patiente de la chambre d'à côté. J'ai expliqué qu'Anna dessinait des soleils plutôt que des princesses. À 6 ans, elle avait décrété que la météo de notre ville avait besoin d'être surveillée. Une fois,
Elle m'avait même affirmé avec le plus grand sérieux que les bottes de pluie comptaient comme un pyjama, si on y croyait très fort. Je n'ai pas mentionné le premier banc vide. Ce n'était pas nécessaire. Chaque personne présente dans cette église pouvait voir exactement qui n'y était pas assis. J'ai d'ailleurs vu plusieurs visages se tourner dans cette direction pendant le service, avant de détourner le regard. Mon oncle Charles m'a raccompagné à mon camion après la cérémonie. Il a prononcé la seule parole honnête que ma famille m'ait offerte de toute la semaine. « Michel » m'a-t-il dit, debout sur le parking de l'église, la main posée sur mon épaule. « Ils ne changeront pas. Tu devrais construire ta vie en acceptant cette vérité, au lieu d'attendre qu'ils deviennent différents. J'ai vu ton père faire exactement la même chose à d'autres personnes pendant 40 ans. Tu n'es pas le premier. Je suis juste désolé que tu doives en subir la pire version. » 5 jours après avoir enterré ma femme et ma fille, ma mère m'a appelé. Elle était à l'aéroport, sur le chemin du retour de cette fameuse croisière. J'ai décroché par pur épuisement. J'avais simplement perdu l'énergie de filtrer mes appels. Il n'y a pas eu de « bonjour » ni de « comment tu tiens le coup ?» J'entendais les annonces de l'aéroport en fond sonore. La voix de ma mère est allée droit au but, avec ce ton strict qu'elle utilisait autrefois pour m'appeler au sujet d'une facture impayée. « Michel, il faut qu'on parle des 40 000 €, a-t-elle lancé. J'étais assis sur le bord du lit d'amis chez mon oncle. C'est là que je logeais depuis l'incendie, faute d'avoir un autre endroit où aller. Pendant une seconde, sincèrement confus, je lui ai demandé de quels 40 000 € elle parlait. L'argent de l'apport, a-t-elle précisé, comme si je devais savoir exactement à quoi elle faisait référence. Ton père et moi, nous vous avons donné 40 000 €, à Rachel et toi, il y a 4 ans pour la maison. Nous en avons besoin. L'atelier de Kevin est en grande difficulté, Michel. Toute la famille doit se serrer les coudes en ce moment. Et ça commence par chacun faisant sa part. Je suis resté là, le téléphone à la main. Pendant quelques secondes, j'ai été incapable de prononcer un mot. J'essayais de concilier la phrase que je venais d'entendre avec le fait que ma femme et ma fille étaient sous terre depuis exactement 5 jours. C'était un cadeau, ai-je fini par dire. Papa et toi, vous nous avez dit que c'était un cadeau. Nous l'avons utilisé comme apport pour la maison qui vient de brûler. Maman, la maison a disparu. Il n'en reste rien. L'assurance va vous rembourser pour la maison, a-t-elle rétorqué. Tu vas toucher de l'argent. Nous en avons juste besoin au plus vite, vu la situation de Kevin. Assis sur le lit de mon oncle, le téléphone à la main, ma femme et ma fille enterrées depuis 5 jours, je l'ignorais encore. Je ne savais pas que ce simple appel n'était que le premier acte d'une situation qui allait empirer régulièrement pendant 3 mois. Jusqu'à son point culminant, devant 40 membres de ma propre famille, sur les quais d'Honfleur. Les appels ont continué, tout au long des mois de juin et juillet. C'était toujours pour parler d'argent. Jamais, ne serait-ce qu'une fois, pour parler de Rachel ou d'Anna. Mon père a appelé 2 fois la première semaine pour prendre de mes nouvelles. À chaque fois, il a orienté la conversation sur les 40 000 € dans les 5 premières minutes. Toujours avec ce ton raisonnable, d'homme d'affaires, comme s'il discutait d'une facture en retard. Pas d'une dette qu'il avait inventée de toutes pièces, 5 jours après l'enterrement de sa propre petite fille. Durant la 3e semaine de juin, Kevin m'a appelé directement, pour la première fois depuis l'incendie. Il avait l'air sincèrement secoué, sans jouer la comédie comme le faisaient nos parents. « Michel » a-t-il dit. « Je sais que le timing est incroyablement mauvais. Je le leur ai dit. Je veux que tu saches que je le leur ai dit. Mais l'atelier a pris un vrai coup dur ce printemps. Nous avons eu une tempête en avril. Qui a inondé la moitié de notre équipement. Et je suis sous l'eau avec le prêt commercial que papa a co-signé. Si je coule, il est responsable lui aussi. Il a peur, Michel. C'est pour ça qu'il insiste tant. J'ai perdu toute ma famille, Kevin, lui ai-je répondu. Je n'ai plus rien sur quoi construire. Je vis dans la chambre d'amis de l'oncle Charles. Je n'ai même plus de maison. Je sais, a-t-il murmuré. Sa voix s'est réellement brisée sur ce mot. Je sais, mec. Je suis désolé. C'est juste. C'est grave, Michel. C'est vraiment grave de mon côté aussi. Honnêtement, je l'ai cru.
Et je pense que c'est l'aspect qui a rendu toute cette histoire encore plus lourde à porter. La peur de Kevin était réelle. Ce qui n'était pas réel, c'était la moindre reconnaissance, de leur part à tous, de ce que j'avais véritablement perdu. Au cours de ces 3 premières semaines, jamais ma mère, ni mon père, ni mon frère n'ont prononcé le nom de Rachel ou d'Anna de leur propre chef. Dans aucune conversation. Pour aucune raison. Jamais ils n'ont demandé ce que l'enquêteur des pompiers avait découvert. Ils ne se sont pas souciés de savoir si j'arrivais à dormir, ou si j'avais un logement permanent. Ils posaient des questions sur l'argent. À chaque fois, la discussion y revenait en quelques minutes. Comme l'eau qui trouve toujours le même creux dans un jardin, peu importe le nombre de fois où l'on essaie de le combler. Durant la 2e semaine de juillet, mon père et ma mère ont débarqué à l'improviste chez l'oncle Charles. J'y logeais toujours, le temps de régler les démarches avec l'expert en assurance et d'évaluer le coût d'une reconstruction sur le terrain de l'avenue des Tilleuls. Charles les a laissés entrer. Il m'a expliqué plus tard qu'il ne se sentait pas le droit de fermer la porte au nez de son propre frère. Pourtant, à l'expression de son visage, je voyais qu'il le regrettait dès les 5 premières minutes. Ils se sont assis à la table de la cuisine, et ma mère a fait glisser un papier plié vers moi. C'était une copie papier du virement bancaire original, datant de 4 ans. 40 000 €. La date était entourée au stylo rouge. « Nous voulons juste quelque chose par écrit », a-t-elle déclaré. « Un échéancier, même un petit, pour commencer. Tu n'es pas obligé de tout rendre d'un coup. » « Maman, ai-je répondu, il y a déjà quelque chose par écrit. La lettre de donation que papa et toi avez signée chez le notaire, quand Rachel et moi avons acheté la maison. Il est écrit, de votre propre main, qu'il s'agissait d'un don. Qu'aucun remboursement n'était attendu, sous quelque forme que ce soit. C'était une exigence de la banque pour approuver notre prêt. Mon père a remué sur sa chaise. C'était une simple formalité pour la banque, a-t-il esquivé. Ça n'a jamais eu vocation à signifier quoi que ce soit entre nous, en famille. Je suis resté assis, à les observer. Mon père et ma mère, attablés dans la cuisine de mon oncle, 5 semaines après l'enterrement de ma femme et de ma fille. Ils étaient en train de m'expliquer qu'un document légal, signé de leurs mains, n'avait en réalité aucune valeur. Ce jour-là, je n'ai pas eu la force de me disputer. J'étais vidé. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et je les ai raccompagnés jusqu'à leur voiture. Ensuite, Charles est resté sur le pas de sa porte. Il m'a confié, à voix basse, que jamais de toute sa vie il n'avait eu aussi honte de son propre frère. Vers la fin juillet, j'ai commencé à assister à un groupe de soutien pour le deuil. Ils se réunissaient le mardi soir au centre communautaire, principalement sur les conseils de Viviane. C'est là, assis en cercle sur des chaises pliantes, avec 6 autres personnes portant le poids de leur propre année cauchemardesque, que j'ai raconté les faits. Pour la première fois, j'ai dit à voix haute ce que ma famille avait fait. Et pour la première fois, j'ai entendu des inconnus confirmer à quel point c'était insensé. Ça ne tournait plus seulement en boucle dans ma propre tête. Ils vous ont demandé de l'argent 5 jours après l'enterrement, a répété lentement une femme du groupe. Elle semblait vouloir s'assurer d'avoir bien entendu. Avant même de vous demander comment vous alliez ? Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais, lui ai-je répondu. Pas une seule fois. Ni lors de cet appel, ni lors des suivants. Le formuler à voix haute dans cette pièce, devant des gens qui n'avaient aucune raison de défendre ma famille, m'a libéré. Eux n'avaient aucun intérêt à faire semblant que tout cela était normal. C'est à cet instant que je me suis enfin autorisé à mesurer l'ampleur de ce qui s'était passé. Au lieu de me contenter d'y survivre, un appel épuisant après l'autre. À la mi-août, l'atelier de Kevin était prêt pour sa réouverture. L'événement devait avoir lieu le week-end de la rentrée de septembre. Les équipements endommagés par la tempête avaient été réparés, et le bâtiment sur les quais avait reçu une couche de peinture fraîche. Ma mère m'a appelé pour me dire que toute la famille serait présente, et que ça signifierait beaucoup pour eux si je venais. Je l'ignorais encore, en roulant vers le port ce week-end-là. J'avais 2 feuilles de papier pliées dans la poche de ma veste. J'étais sur le point d'offrir à ma famille la seule chose qu'il me restait à leur donner, la vérité. Une vérité étalée sur une table, qu'ils veuillent la regarder en face ou non. Vallée Réparation Navale se trouve sur une portion des quais d'Honfleur offrant une vue dégagée sur l'estuaire de la Seine. Des bateaux sont amarrés le long des pontons, à l'arrière.
Les mouettes tournoient autour des pilotis, comme elles le font toujours dans cette ville, quelle que soit la saison. Kevin avait installé des guirlandes lumineuses pour l'occasion. Il y avait environ 40 personnes à mon arrivée. De la famille élargie, quelques clients de Kevin, et 2 collègues de ma propre équipe, venus par loyauté envers moi plutôt que par amour pour l'entreprise de mon frère. Environ 20 minutes après le début des festivités, mon père est monté sur une caisse de matériel retournée, près du comptoir. Il a prononcé un bref discours sur l'importance de rester soudés dans les moments difficiles. Il a raconté comment l'atelier avait survécu à un printemps rude, parce que tout le monde avait tiré dans le même sens. Puis, il s'est tourné vers moi. Lentement. Délibérément. Son regard a traversé la foule pour se planter dans le mien. Certains d'entre nous, a-t-il déclaré, ont été bénis et ont peut-être oublié d'où venait cette bénédiction. Nous avons aidé Michel et Rachel quand ils n'avaient rien. 40 000 €. Et maintenant que sa situation est réglée, il refuse de lever le petit doigt pour aider son propre frère. Un murmure a parcouru l'assemblée. Ambre, pile au bon moment, a ajouté son grain de sel. Douce et tranchante à la fois, comme toujours lorsqu'elle lâche les pires horreurs. C'est une honte, a-t-elle glissé, juste assez fort pour que les gens les plus proches puissent l'entendre clairement. Nous avons même raté cet enterrement pour préserver la famille, et voilà comment nous sommes remerciés. Elle avait recommencé. Pas avec les mots exacts, cette fois-ci, mais de manière assez explicite pour que tout le monde comprenne de quel événement elle parlait. J'ai vu quelques visages dans la foule grimacer. Le mot « mineur » flottait, implicite, derrière sa phrase. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère se tenait près de mon père, les mains croisées devant elle. Elle semblait absolument certaine de connaître la suite des événements. J'ai posé l'assiette en carton que je tenais. Je me suis levé. Je tiens à préciser que je n'ai pas haussé le ton. C'est la chose qui comptait le plus pour moi, bien plus que tout le reste de l'après-midi. 40 personnes s'attendaient à un scandale, et je leur ai offert le calme. Dans une pièce aussi bruyante, le silence s'est avéré être la chose la plus assourdissante. « Papa » ai-je commencé. « Tu as raison, tu m'as bien donné 40 000 €. Nous allons en parler. Mais d'abord, puisqu'Ambre a abordé le sujet, parlons de l'enterrement. » J'ai glissé la main dans ma veste pour en sortir la première feuille pliée. Je l'ai posée à plat sur un établi, juste à côté d'un plateau de gâteaux. C'était une chronologie imprimée. Des dates alignées les unes face aux autres. Sans aucune fioriture. Ça, c'est la date à laquelle Rachel et Anna ont été enterrées, ai-je dit en pointant du doigt. Et ça, j'ai décalé mon doigt de 2 cm, c'est la date sur la photo que maman a publiée depuis le bateau de croisière. Un jour plus tard. Excursion dans les fjords de Géranger. La légende disait, le meilleur voyage de ces dernières années. J'ai levé les yeux vers l'assemblée. Vous n'avez pas raté l'enterrement pour préserver la famille. Vous avez raté l'enterrement de votre propre petite-fille pour une croisière. Et vous êtes rentré 5 jours plus tard, pour demander à un père en deuil de vous faire un chèque. Le silence s'est abattu sur la pièce. Le genre de silence lourd, que l'on sent physiquement peser sur ses tympans. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée, sans qu'aucun son n'en sorte. La certitude de ma mère a quitté son visage à vue d'œil, comme l'eau d'un évier qu'on vide d'un seul coup. Kevin, debout près du comptoir, a fait ce que font souvent les gens acculés par une vérité dérangeante. Il a explosé. « Tu déformes tout » a-t-il hurlé en s'avançant, la voix montant d'un cran à chaque pas, « l'atelier fait faillite, Michel. J'ai 2 gosses et un prêt immobilier sur le dos. Et toi, tu es planté là, avec un tableur, au lieu d'aider ton propre frère qui a besoin de toi. » Je l'ai laissé terminer. J'ai laissé chaque mot résonner dans la pièce sans l'interrompre. Même dans l'instant, je savais que l'assemblée devait entendre le fond de sa pensée, avant de pouvoir écouter ma réponse. Quand il fut enfin à court de souffle, j'ai de nouveau glissé la main dans ma veste. J'en ai sorti la 2e feuille de papier. Une copie de la lettre de donation que nos parents avaient signée 4 ans plus tôt, chez le notaire. Le document exigé par notre banque avant d'approuver le prêt de Rachel et moi. Il y était stipulé clairement, avec la signature de nos 2 parents, que les 40 000 € étaient un don. Pas un prêt. Sans aucune attente de remboursement, sous quelque forme que ce soit. Vous avez signé ceci tous les deux, ai-je dit,
en posant la feuille à côté de la chronologie, pour que les plus proches puissent lire. Chez le notaire, il y a 4 ans. C'est écrit de votre main que c'était un cadeau. Alors, ta demande de remboursement ne tient pas la route, papa. Tu peux me demander de l'aide, comme n'importe qui dans une famille le ferait. Mais tu ne peux pas me facturer un cadeau que tu as juré par écrit, sous serment, ne pas être un prêt. Personne n'a dit un mot. Puis, une chaise pliante a grincé, vers le fond de l'atelier. C'était Viviane Roux, l'amie de Rachel. Elle avait fait le trajet le matin même pour me soutenir, sans même que je lui demande. Elle s'est levée. J'étais à cet enterrement, a-t-elle lancé, assez fort pour que tout le monde l'entende. Tout ce qu'il vient de dire est vrai. J'ai les photos sur mon propre téléphone. Les clichés que Sylvie a postés depuis le bateau, le lendemain de la cérémonie. Je les ai sauvegardés parce que, moi non plus, je n'arrivais pas à y croire. Après la prise de parole de Viviane, l'atmosphère de la pièce a viré de bord. Lentement d'abord, puis d'un seul coup. Comme un camion surchargé prenant un virage sur une route mouillée. Une de mes tantes, à qui je n'avais pas adressé la parole depuis des années, s'est penchée pour faire glisser discrètement la lettre de donation vers elle. Elle voulait en lire les termes exacts. Un cousin, venu principalement pour la nourriture gratuite, s'est mis à lire le document par-dessus son épaule. Les gens étaient arrivés à cette inauguration en s'attendant à voir le fils froid et ingrat qu'on leur avait décrit. À présent, ils fixaient 2 morceaux de papier dans un silence de mort. Ils adoptaient la seule attitude honnête qui leur restait, ils avaient honte de ce qu'ils étaient prêts à croire à mon sujet, 20 minutes plus tôt. Ma mère a prononcé mon prénom, une seule fois. Michel. Comme une question. Comme si une part d'elle croyait sincèrement qu'il existait une fin où je rangeais les papiers dans ma veste, où nous mangions tous du gâteau en faisant semblant que les 3 derniers mois n'avaient pas existé. Mais il n'y avait pas de fin comme celle-là. Plus maintenant. Kevin se tenait près du comptoir, les poings relâchés. Toute sa colère s'était envolée aussi vite qu'elle était apparue. L'espace d'une longue seconde, j'ai vu ce qui se cachait derrière tout ça. Il était terrifié. Il allait véritablement perdre son atelier. Et peut-être la maison, liée auprès de l'entreprise. Ses 2 enfants allaient ressentir cette perte. Comme les enfants finissent toujours par le faire, que quelqu'un s'assoie pour leur expliquer la situation ou non. Michel, a-t-il murmuré. C'était la première fois qu'il parlait aussi doucement de tout l'après-midi. J'ai peur. Je l'ai cru. C'était la chose la plus honnête qu'un membre de ma famille m'ait dite en 3 mois. J'ai senti un vieux réflexe tressaillir en moi. Celui qui veillait sur mon petit frère quand il était encore assez petit pour monter sur mes épaules, à la foire du village chaque été. Celui qui le raccompagnait de l'école quand les grands le cherchaient. Mais il n'avait toujours pas prononcé le nom de Rachel. Ni celui d'Anna. Il avait eu peur pour lui-même à chaque seconde, dans toutes nos conversations depuis 3 mois. Sans jamais, une seule fois, être désolé pour moi. J'ai replié mes 2 feuilles de papier. Je les ai glissées dans ma veste. J'espère que tu trouveras une solution, Kevin, lui ai-je dit. Sincèrement. Mais tu vas devoir la trouver sans moi, cette fois. Puis je suis sorti sur le quai. L'air du fleuve était frais, pur, et sentait la marée basse. Pour la première fois depuis 3 mois, j'ai pu respirer à plein poumon. Vallée Réparation Navale a définitivement fermé ses portes au printemps suivant, un peu moins d'1 an après cette fameuse réouverture. Je l'ai appris de manière indirecte, comme j'apprends la plupart des choses concernant ma famille aujourd'hui. C'est un cousin qui me tient au courant. Il prend de mes nouvelles tous les 2 mois, par gentillesse sincère plutôt que par obligation, je crois. La fermeture de l'atelier m'a beaucoup moins touché que je ne l'aurais imaginé. Pour tout dire, je n'ai presque rien ressenti. Et j'ai cessé de culpabiliser pour cette absence totale d'émotion. J'ai coupé les ponts avec mes parents lors de ce fameux week-end de la rentrée. Je n'ai jamais regardé en arrière. Il n'y a pas eu de lettres dramatiques, pas de coups de téléphone explosifs, pas de fin digne d'un film où je lâche la phrase parfaite avant de disparaître. J'ai simplement arrêté de répondre. Encore et encore. Silencieusement. Au bout d'un certain temps, ils ont cessé d'appeler. Et le silence qui a remplacé ces appels s'est avéré être la chose la plus apaisante que j'ai ressentie en plus d'1 an. J'ai gardé près de moi les gens qui ont vraiment été là. L'oncle Charles vient dîner presque tous les dimanches maintenant.
Nous parlons peu de mon père, et c'est exactement ce que nous voulons tous les deux. Viviane et moi discutons presque chaque semaine. Surtout de Rachel. C'est précisément ce que je souhaite, moi aussi. J'ai le droit de prononcer son prénom à voix haute, face à quelqu'un qui la connaissait vraiment. Ce n'est un fardeau pour aucun de nous. Mon équipe à la caserne numéro 2 ne m'a jamais traité différemment après cet été-là. À une exception près. Quelqu'un dans l'équipe a peint un petit soleil jaune, pas plus gros qu'une pièce de monnaie, à l'intérieur de la portière de mon camion. Je ne sais toujours pas qui a fait le coup, et j'ai d'ailleurs arrêté de chercher. Le soleil est placé exactement là où je peux le voir à chaque garde. Personne n'a jamais fourni la moindre explication, et je n'en ai pas eu besoin. J'ai fait reconstruire sur le même terrain de l'avenue des Tilleuls. La maison est plus petite cette fois-ci. Avec une installation électrique aux normes, inspectée 2 fois par un ami pompier d'une autre caserne. Il a refusé le moindre centime pour la peine. J'ai conservé une chose de l'ancienne maison. Elle a survécu à l'incendie presque intacte. Elle est aujourd'hui rangée dans une boîte ignifuge, dans mon nouveau garage, l'un des dessins d'Anna. Un soleil jaune avec beaucoup trop de rayons. Le genre de soleil que seul une enfant de 6 ans peut dessiner. Le genre que je garderai, sans la moindre honte, pour le reste de ma vie. Presque un an jour pour jour après l'incendie, je suis allé au cimetière à l'aube. J'avais une poignée de fleurs sauvages cueillies sur le bord de la route départementale. Le genre de fleurs qui poussent librement sur la côte normande chaque été, que quelqu'un les plante ou non. L'herbe était encore mouillée. Le brouillard s'accrochait aux pierres tombales, comme il le fait presque tous les matins par ici. Je suis resté là un long moment. Je n'ai pas dit grand-chose à voix haute. J'étais juste présent avec elles deux, de la seule manière qu'il me reste. Mon téléphone a vibré une fois dans la poche de mon manteau pendant que je me tenais là. J'ai regardé l'écran. Ce n'était personne dont j'avais encore besoin d'entendre la voix. Pour la première fois depuis l'incendie, ce fait ne m'a causé aucune douleur. J'ai laissé la sonnerie se perdre dans l'herbe mouillée. Exactement comme j'avais laissé sonner un autre appel, dans un autre cimetière, lors d'un autre été. Avant même que tout cela ne porte un nom. La famille, comme je l'ai compris au cours de cette dernière année, ce n'est pas ceux qui partagent votre nom de famille. Ce sont ceux qui sont là, même quand ils n'ont rien à y gagner. Et il est important de se souvenir avec lucidité, sans laxisme, de ceux qui n'ont été présents que lorsqu'il y avait un profit à la clé. Voilà la grande leçon que cette année m'a enseignée. Un enterrement qu'ils ont qualifié de mineur. Une croisière qu'ils ont refusé d'annuler. Et un cadeau qu'ils ont essayé, 5 jours plus tard, de transformer en une dette que je n'avais jamais signée. Et que je ne signerai jamais. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits familiaux comme